Salut, moi c'est Steph. Et toi ? T'es sur Radio Jab, le podcast qui t'aide à construire ta confiance. Chez Jab, on accompagne chaque jour des centaines d'entrepreneurs à faire de la vente de haut niveau. Et à ce micro, je vais te partager ce qu'on a appris en chemin pour que toi aussi tu deviennes meilleur, quel que soit ton terrain de jeu. Radio Jab, c'est 3 émissions. Jab Stories, avec des invités qui t'inspirent à voir plus grand. Jab Talks, pour monter ton niveau de confiance, en tandem avec mon acolyte et coach Sarah. Et Jab Insights, pour te mettre en action. Alors, t'es prêt à te challenger ? Bonne écoute. Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission. La réalité terrain, c'est une vérité qui te fait grandir très rapidement. Ce mélange de sagesse et de pragmatisme, c'est Mathieu Daguenet, le cofondateur de Little Sister. C'est mon invité dans ce nouvel épisode des Déclics, une série en partenariat entre Radio Jab et l'accélérateur Wilco. Bonne écoute. Nous sommes lundi matin et nous sommes sur Radio Jab. En face de moi, j'ai Mathieu Daguenet. Hello. Bonjour. Ça va Mathieu ? Ça va et toi ? Oui, tu as une voix très radiophonique, on te l'a déjà dit. C'est vrai, merci beaucoup. Et bien sûr, Sarah Wayon. Hello. Ça va Sarah ? Oui, ça va et toi ? Ouais, super. On est donc dans cet épisode, je crois qu'on est au 3e ou au 4e épisode qu'on tourne, de notre série spéciale sur les déclics, en partenariat avec Wilco. Alors, on va commencer un petit peu dans le vif pour cet épisode. Si tu n'as pas écouté les autres, eh bien, vas-y. Je voudrais qu'on commence tout simplement par te présenter, Mathieu, peut-être qui tu es. Alors, j'aime bien poser cette question, hein. Qui sont tes clients et pourquoi ils t'achètent ? Merci. Écoute, je suis le CEO et cofondateur de Little Sister. Qu'est-ce qu'on fait ? On a créé le Little Sister Score qui permet autant à ma tante, à mon cousin et à n'importe quel directeur d'entreprise de savoir quels sont les services numériques vertueux, les sites internet vertueux. Donc on note de A à E l'ensemble du web et de l'internet pour permettre aux gens de finalement réfléchir à quel type de consommation ils font sur le numérique, comme un peu un Yuka ou un Nutri-Score de l'internet. Mes clients... Yuka de l'internet, j'adore. Yuka du numérique responsable, enfin voilà, il y a plusieurs termes. Moi j'aimais bien Yuka de la data. Le Yuka de la data, à chacun son Yuka. Ouais. Après, la différence avec Yuka, et c'est pour ça que la comparaison a une limite, c'est que on compte beaucoup sur le monde de l'entreprise. On n'est pas dans une posture militante ou clivante vis-à-vis d'elle. Une de nos convictions, c'est que l'entreprise fait partie de la solution et qu'elle réussira à faire en sorte que les usages évoluent massivement quand elle aura fait évoluer ses pratiques. Donc, d'où le fait qu'on accompagne les entreprises, principalement en direction marketing, direction digitale, transformation. On cherche vraiment des décideurs qui se disent, en répondant à des attentes très fortes citoyennes, de finalement, quand je fais du numérique, quel est l'impact ça a sur la société, eux aussi peuvent être performants, et donc ça peut être aussi un moyen de création de valeur. Donc on associe les deux, et in fine, ça a un impact sur le citoyen. Merci. On va revenir, il y a plein de choses que je voudrais creuser là-dedans, mais d'abord, place à Sarah Wayon. Bonjour, qui es-tu ? Bonjour Steph, donc pour ceux qui ne m'ont jamais entendu à ce micro, je suis Sarah, je suis partenaire chez Jab, et chez Jab, on aide des entrepreneurs à faire de la vente une force, parce que souvent c'est une faiblesse. Donc ça passe par plein de choses, et notamment par beaucoup d'entraînement. On aime bien la métaphore du sport chez Jab. Donc si tu veux en savoir plus, écoute-nous sur Radio Jab, et sinon on deep dive. Let's go. Alors, Mathieu, on va revenir dessus sur la partie de ton parcours un peu plus au sens large qu'on va enregistrer tout à l'heure. Mais t'es serial entrepreneur. Et j'aime bien dire ça aussi. Pardon. Vas-y, continue à me dire des jolis compliments. Ouais, voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle boîte, j'ai l'impression que tu as commencé par la vente. Ou tu as fait une place à la vente qui avait peut-être pas dans tes aventures précédentes. Je sais pas si je pourrais dire ça comme ça, parce qu'en fait, on a créé Little Sister avec vraiment une préoccupation sociétale. Ouais. D'ailleurs, on est en train de basculer l'entreprise à mission, et je me suis dit, c'est tellement génial mon concept que je vais peut-être pas avoir besoin de le vendre. Donc, très intéressant voilà. Ça. Et c'est vrai que la réalité a l'intérêt d'être très réelle, et donc elle remet un peu les idées en place.
Et bien au contraire, il faut savoir vendre, expliquer la valeur. Et donc, j'ai fait il y a une énorme transformation entre le discours de départ, l'approche qu'on avait vis-à-vis des entreprises, l'intérêt et le focus que j'ai mis à l'aspect commercial. Donc voilà, il y a eu un très grand changement. Et oui, ça a une position maintenant centrale, puisqu'il faut évangéliser, convaincre, expliquer la valeur que ça apporte. Et puis surtout, ça nous a fait transformer le concept de manière très forte. La réalité du terrain est une vérité qui fait grandir très rapidement au-delà des workshops internes, des idées internes, et bien sûr elles sont importantes. Après, il faut les confronter. Et donc en 6 mois où on a commencé avec Jab et puis Wilco, finalement ça arrivait en même temps, quasiment. Le concept, le discours, l'approche a énormément évolué pour le bien de la mission et pour le bien du business aussi. Donc Et puis aussi, j'ai l'impression que c'est allé très vite parce qu'il y a eu un gros niveau d'action, il y a eu une intensité forte. Et du coup, tout a changé assez vite. Enfin, ça a beaucoup évolué en fait dans les 6 derniers mois. C'est vrai, en résumé, au départ, on voulait être le Yuka du numérique, donc c'est super, achetez-nous. Et à la fin, aujourd'hui, on explique qu'on rend une entreprise plus performante, notamment grâce au Little Sister Score. Et donc, ça change radicalement. Et puis, mon temps passé sur l'aspect commercial, il est passé à quasiment 90%. Et c'était ultra nécessaire de parler aux clients, de se prendre des noms, de se prendre des oui, de se prendre c'est pas prioritaire, c'est pas stratégique, et puis de remonter tout ça. Donc voilà, entre l'accueil hyper positif du concept et puis après je suis directeur d'entreprise et je décide d'acheter. Il y a vraiment un océan et nous on a eu un peu l'écueil d'avoir un super accueil, donc de prendre finalement des rendez-vous assez facilement. Mais in fine, et donc surtout quand on parle de sujet éthique, on touche l'individu, mais in fine, il prend la décision en tant que directeur avec ses objectifs d'entreprise. Et c'est vrai que encore le gros des entreprises prend des décisions très business, même si l'éthique est important, elle est pas partout aussi importante qu'on pourrait le penser. Et puis ça va pas sans quoi. Et ça va pas sans. Les deux sont complémentaires, liés. Ouais. C'est pas une opposition effectivement. Et donc il faut avoir les deux. Voilà. Quand est-ce que tu as eu... Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir et je trouve que c'est intéressant de le voir en miroir avec Sarah. Parfois, les fondateurs, ils ont plutôt le réflexe de se dire il faut vraiment de faire la vente une priorité, donc je vais engager un sales, par exemple. Donc, ça c'est le premier point que je trouve intéressant à discuter. Et puis en plus dans ce que tu as dit c'est j'y passe 90% Exactement. de mon temps. Et toi tu fais le chemin inverse et ça je trouve que c'est très intéressant, donc je voulais revenir là-dessus déjà. Et je pense que c'est intéressant aussi comme message à communiquer aux gens, enfin aux entrepreneurs qui nous écoutent, à toi qui nous écoutes, parce que souvent moi le truc qu'on va me dire c'est ouais mais je suis fondateur, j'ai plein de trucs à faire. C'est vrai, on a beaucoup de choses à faire. C'est vrai. Et c'est une énergie folle et un travail d'organisation important que de pouvoir dégager ce temps-là hyper nécessaire. Après, honnêtement, j'ai fait l'erreur, même sur une deuxième boîte, de recruter un directeur commercial et un sales d'abord. Donc ça, c'est avant d'arriver ici avec vous. C'est ce que j'ai fait, mais c'est vrai que ça fonctionne pas parce que on est surtout sur un concept innovant. Alors, il y a beaucoup de concepts innovants, mais nous, on crée une donnée. On ne s'adresse pas à un marché établi. On n'a pas beaucoup de concurrents. Donc, ça peut pas, malheureusement, on n'est pas suffisamment des génies pour se dire que tout ce qu'on a écrit sur une slide marche du premier coup. Donc, heureusement. Donc on a besoin, le cofondateur a besoin d'aller en clientèle pour faire améliorer son offre. Et c'est un peu comme souvent on parle de l'internationalisation, on envoie un cofondateur parce qu'en fait, les retours à faire sur l'offre et le business sont tellement structurants que s'ils viennent d'un commercial, souvent on les applique pas, on n'y croit pas. Alors que si c'est le cofondateur qui y va ou un membre clé de l'équipe, et qui dit oui, faut changer ça, il a beaucoup plus de crédit, c'est très important pour faire ces modifications. Ouais, je pense qu'il y a aussi quelque chose de porter ta conviction. Enfin, le fondateur ou le cofondateur, il a cette mission de porter la conviction de la boîte ou le faire mieux qu'en allant le vendre. Donc, il faut réussir à le faire déjà avant d'envoyer des personnes pour le faire. En tout cas, c'est ce qu'il a fallu qu'on fasse chez nous. Et c'est vrai que le métier de commercial, c'est un peu, pour reprendre l'allégorie du sport utilisée par Jab, c'est un muscle qui s'entretient.
j'étais devenu un peu mou par rapport à la première boîte, parce qu'à la fin on avait 2 directions commerciales, 12 sales, et ça marchait bien. Et en fait je faisais plus beaucoup de commercial, et c'est vrai que quand on reprend un peu le sport, on se rend compte que ça fait des courbatures. Exactement. Et donc il faut repartir et se rentraîner. C'est un peu une démarche d'humilité, mais qui est la démarche entrepreneuriale par définition. C'est quelque chose qui te plaît, la vente, cette posture commerciale, toi ? Oui, ça me plaît énormément. On est au contact avec les gens, on défend ce concept auquel on croit. Et puis on est dans l'échange, on essaie de construire quelque chose ensemble. Donc c'est hyper gratifiant. J'aime les gens, donc j'aime échanger, j'aime convaincre. Donc oui, forcément. J'aimerais bien revenir sur un autre truc que tu as dit et que je trouve qui est intéressant de voir de votre point de vue à tous les deux. Souvent, on a des clients qui ont du mal au début avec les premiers rendez-vous. Bon, il y a plein de facteurs pour ça. Et puis après, une fois qu'ils débloquent le facteur prospection et appeler, ça va. Toi, c'est ce qui est très intéressant, c'est que tu as fait un peu le paradigme contraire de, tu le disais, tu as un concept, entre guillemets, sexy pour les gens quand tu les appelles, ils ont envie d'aller parler de ces sujets-là. T'es quand même l'homme qui a pris 12 rendez-vous à ton premier Big Jab. Voilà, une après-midi de prospection, 12 rendez-vous, bye. Et puis c'est après que ça a un petit peu plus coincé. Donc je me demandais dans l'accompagnement, et là je me tourne vers toi Mathieu, mais aussi vers Sarah, quelle spécificité ça a apporté dans ton coaching et qu'est-ce que tu as vu un peu, comment on a débloqué ça ? Ce qu'on voit vraiment avec les gens qu'on accompagne, c'est que plus tu démarres fort, meilleure va être la suite en fait. Mm-hmm. On aime bien cette expression de la fin est contenue dans le début. C'est que quand tu démarres fort et que tu donnes le ton, tu peux difficilement te planter après. Parce que tu as le volume nécessaire pour déjà te planter sans que ça se voit trop. Et du coup, te muscler, créer du muscle, avoir les conversations et comprendre justement comment tu peux améliorer, comment tu peux vraiment vendre. Parce que parfois, ce qu'on va se dire quand on démarre un truc comme ça, c'est je vais y aller tranquillement, je vais d'abord prendre un rendez-vous, ensuite 2, ensuite 3, mais c'est pas si vrai dans la vente. On a une expression horrible qui nous a été donnée par une cliente, mais qui est hyper vraie, c'est faut un peu se péter le frein commercial, quoi. C'est horrible, mais ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire que faut envoyer toute l'énergie que t'as pour que derrière tu crées un peu d'inertie et que ça se porte. Je sais pas ce que t'en penses, mais je crois qu'il y a un vrai truc avec toi là-dessus. Si le volume est extrêmement important, parce que ça donne de la confiance. Dans une journée, quand tu as 3 meetings, le premier, finalement, c'est pas exceptionnel, mais le deuxième, tu as déjà utilisé les 3 questions que tu as posées le premier, et donc ça te permet d'être extrêmement agile sur une journée, sur une semaine, et de progresser et de transformer l'entreprise très rapidement, et c'est hyper nécessaire d'aller vite. Et donc effectivement, il faut ce volume pour cette confiance, pour pouvoir échouer, et ça fait partie du process. Donc je peux que souscrire. Et aussi, un autre truc, c'est, tu dis volume, mais toi, t'as vraiment fait des rendez-vous qu'avec des top décideurs et des conversations vraiment de haut niveau. Donc parfois, quand on entend volume, on a envie de dire ouais, mais il a pris des rendez-vous qu'avec des gens pas importants. C'est toujours vrai, quantité attention. Versus qualité. Et on pense que c'est versus, et voilà, et pourquoi ça serait pas ensemble. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, on peut faire les deux. Je pense que quand on adresse les entreprises, on a des marchés qui sont très vastes. Je prends rien que le secteur de l'assurance, qui est un secteur auquel on s'attaque. Il y a au moins 80 gros assureurs. Donc, il y a de quoi faire. Et donc voilà, on parle que d'un secteur. Et donc, non, bien sûr, il faut les deux. Encore une fois, les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. C'est la quantité qui permet d'être qualitatif in fine. Ça se sent quand on a confiance en soi, dans son produit, dans ce qu'on a fait, dans les échanges qu'on est capable d'avoir. Quand on se prend plusieurs fois certaines objections, parce qu'on est aussi challengé par nos interlocuteurs, ils sentent que ils ont en face d'eux des gens dignes de confiance, experts, et qui peuvent résoudre leurs problèmes. Et aussi, je trouve que toi, tu as une assurance au téléphone que plein d'entrepreneurs n'ont pas. Et j'aimerais bien te demander un peu, tu as ton expérience d'avant, etc. Mais comment tu fais comment tu sens le truc de avoir confiance au téléphone, même si ton produit n'est pas fini, n'est pas parfait, tu sais pas encore trop ce que tu vas vendre, tous ces trucs-là, mais quand même au téléphone, Mathieu, il a une sorte d'assurance de il n'y a pas de problème, on va se rencontrer, ça va bien se passer. Si j'avais que j'aurais autant de compliments, j'aurais dû venir plus tôt. Ce podcast peut durer toute la journée si tu veux. Magnifique. C'est parti pour un marathon. Ego boost, ça marche.
Non, mais en revanche, c'est vrai, moi j'ai passé quelques après-midi pas loin de toi à téléphoner et il y a quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose de. Qui est difficile à trouver pour les gens quand tu commences à appeler, de la confiance sans l'arrogance. Tu sais, genre, ils pensent que quand on leur dit d'être confiant et d'être convaincu, ça veut dire soit je me la pète, soit, etc. Et toi, c'est vrai, ce ton hyper posé pour te dire, mais en fait, il faut vraiment qu'on se voit, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. T'as la conviction de ton produit, donc ça se découle dans son attitude. Mais c'est une bonne question que pose Sarah. Est-ce que tu l'as travaillé? Ça s'est construit dans la durée. Travailler, oui, forcément en le répétant, mais pour moi, ça s'est construit autour de la nécessité de réussir. Et donc, quelqu'un qui tremble, qui hésite et qui est insupportable au téléphone, ça fonctionne pas. Donc, à un moment donné, si tu as envie que les choses fonctionnent, bon constat. Tu vois, on essaie. Et puis, je trouve l'approche aussi développée par Jab sur c'est pas le cold calling, mais le power calling qui J'ai bégayé sur mon jingle. Mais voilà, on faut réussir à créer un effet qui est j'ai envie de parler avec cette personne et donc cet individu m'intéresse au bout du fil. Et quand on est sur un peu la prospection, les énièmes prospecteurs téléphoniques, ça se sent trop rapidement et donc voilà, faut créer cet effet-là. Et donc et ça fonctionne. Donc c'est plutôt vraiment la nécessité de se calmer pour le faire. Ça veut pas dire qu'on n'hésite pas et qu'on n'est pas forcément mal à l'aise, mais à un moment donné, il faut se remettre dans l'ordre. Et c'est vrai que la levée de fonds, qui est un processus aussi commercial finalement, c'était à très fort enjeu. Et il fallait quand même dans les meetings arriver hyper serein, tout va bien, on n'a pas besoin d'argent, mais bon, ce serait bien que ça arrive demain, et il faut le faire calmement. On n'a pas besoin d'argent, mais tu signes là et là. Exactement. Et puis, ce que tu disais aussi sur avoir confiance dans ce que tu fais et la nécessité, là, moi je le vois aussi dans plein de commerciaux, parfois, ils appellent, ils savent même pas qui ils appellent. Ouais. Toi, tu te dis, je veux rencontrer cet individu. Déjà, tu pars d'un postulat différent. Il y a plein de commerciaux, ils appellent. Déjà, ils savent pas qui ils appellent. Ils sont sur un 06, ils demandent, est-ce que je suis bien au numéro de truc? Bon, quand même, il y a peu de chances que tu y sois pas. Et en fait, ils ont pas cette espèce de curiosité de l'autre, je trouve. Ouais. J'ai l'impression qu'ils abattent, en fait. Il y a un peu de ça, parce que souvent, on va se dire qu'il faut faire du volume, et donc, il y a cette dimension. Puis après, il y a aussi, le caractère un peu stressant et de se dire que le client, je le mets 3 étages plus haut. Et donc, c'est un monsieur grand directeur d'une grande entreprise et moi, je suis un petit sales. Et donc, je speed, je stresse. Alors que non, il faut essayer de rapidement se mettre à égalité. Et donc voilà, ce serait une manière, en s'intéressant à son interlocuteur, de passer des étapes plus facilement. D'être en plus selon l'analyse transactionnelle. Tout à fait. On fait une petite formation analyse transactionnelle. Et donc plus pour faire le petit débrief rapide, mais c'est de te dire, je suis en position plus, c'est-à-dire j'ai une bonne estime de moi, et plus par rapport à mon interlocuteur, c'est-à-dire j'ai aussi une bonne estime de mon interlocuteur. J'ai 2 petites questions. Et juste un petit exemple. Ah oui, parce que j'ai un de mes commerciales, je lui demande d'arrêter de remercier la personne à la fin du call sur le temps qu'elle aurait pris avec lui. Donc, faut arrêter quelque part, ce serait peut-être à eux de nous remercier de les appeler parce qu'on va les aider. Donc, c'est un peu caricatural, mais c'est ça la logique derrière. Oui, et puis c'est toujours à double sens. C'est-à-dire que quand tu arrêtes de remercier, par exemple, c'est aussi parce que tu as donné un service et que la personne doit se rendre compte que c'est toi qui l'as aidé, mais aussi pour toi-même. Parce que quand tu dis merci, tu penses que c'est la personne qu'on t'a fait une faveur. Et il faut arrêter de penser ça. Et c'est pareil dans les débuts des appels, comme on fait chez Jab. Bonjour, je vous appelle parce que je voudrais vous rencontrer. Ça clarifie la situation pour la personne qui est en face et ça dit ce qu'on veut, ça pose un bon cadre. Mais aussi, moi, ça me met solide sur mes 2 pieds parce que je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en accord et en cohérence avec la manière que j'ai d'aborder la personne et d'appeler. Et je sais vers où je dois aller. Et ce genre de truc, c'est toujours à double sens de je le fais pour moi et je le fais pour l'autre, les 2. Et on se sent in fine beaucoup plus à l'aise puisqu'en fait on doit rester soi-même, pas enfiler un costard ou un costume de commercial qui devrait speeder ou faire les choses différemment. Et donc souvent on est beaucoup mieux quand on est soi-même. Donc c'est plus agréable de faire ce métier quand on se respecte aussi. Oh oui. C'était sur revenir un petit focus en arrière sur ta décision d'investir chez Jab.
Est-ce que tu te rappelles de ce moment où tu t'es dit j'y vais? Je me rappelle, et je crois savoir que la personne qui est à côté de moi il est pour quelque étrangère. chose. Je me suis dit, si j'arrive à closer aussi bien que Sarah, c'est plutôt bon signe. Non, oui, je m'en souviens. Ça s'est fait assez simplement. J'avais besoin de travailler mon product market fit, l'approche, et j'avais besoin de me remettre sur ce qui était important, c'est-à-dire prendre des rendez-vous, avoir des discussions et faire évoluer. Et donc, on en revenait au basique du métier de la vente, qui est ça. Donc, c'était essentiel, et surtout que on a eu 3 mois où on a eu très peu de performances, très peu de rendez-vous finalement, et donc il fallait rapidement changer cette tendance. Donc ça allait assez rapidement finalement. Le processus a été assez limpide, si je suis pas clair. Voilà, pour moi c'était venu une évidence. Elle a réussi à me faire comprendre qu'il fallait que je rencontre un maximum de monde pour réussir, et donc voilà, on n'a pas trop hésité. Ouais, je pense que j'ai fait une bonne vente avec Mathieu dans le sens où j'ai bien suivi mon process. J'ai bien problématisé, j'ai regardé un peu les endroits où il y avait des points de friction, des choses à améliorer, etc. On a regardé ce que ça lui coûtait en fait de faire comme ça ou faire comme ça. Après, on a défini une bonne capacité d'investissement, qu'est-ce qu'il serait capable de mettre par rapport à un manque à gagner ou un objectif. Et puis après, je lui ai présenté ce qu'on pouvait faire ensemble, et puis on a closé. C'est vraiment un process fluide, aussi parce que Mathieu il comprend tout vite, quoi, et qu'il est capable de se challenger. Et ça, c'est un point commun entre tous les entrepreneurs qu'on a eu ici, c'est que des gens qui sont capables de questionner sans trop douter non plus, sans que ça les remette en question et que du coup ça touche à l'ego. Et après, moi, ce que j'ai bien aimé dans la vente, c'est que on a closé sur le moment. T'as signé, je crois, dans la salle, et après on a démarré, quoi. Effectivement, et c'est vrai que ça a été un peu pour moi la transition je suis le cofondateur qui prend pas trop le temps de faire du commercial, et on a toujours une bonne raison de pas le faire. Et donc c'était une super façon pour moi de créer les conditions de me mettre vraiment sur le commercial. Il y a des gens qui ont des rigueurs naturelles plus fortes. Indépendamment de ça, le métier, comme on est sur énormément de dimensions, il faut à un moment donné se dire ok, tous les mardis je prospecte, puis après quand on a les rendez-vous qui remplissent la semaine, ça se fait assez naturellement. Et donc cette transition de basculement où je dois passer un maximum de temps, pour moi c'était quasiment indispensable de le faire via ce modèle-là, et donc avec Jab, et donc très content. Voilà, et puis après, on a transitionné aussi à comment Mathieu recrute, qui cherche, parce qu'il fallait prendre la suite pour ce mois de juillet intense pour Mathieu. Exactement. Donc, on peut appeler ça un déclic. La boucle est bouclée. Ma dernière question, tu as commencé à la poser d'ailleurs, Sarah, c'est tu recrutes? Est-ce qu'on dit un petit mot aux auditeurs, là, la team Little Sister? Alors, on est toujours à l'écoute. La réalité, c'est que par rapport à ma précédente entreprise, on veut développer une entreprise rentable, et donc on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs, enfin les bœufs avant la charrue. Je sais pas comment on fait. Je me souviens plus de cette expression. C'est la charrue avant les bœufs, non? En tout cas, je préfère les bœufs avant la charrue, mais personnellement. Mais venant de la Réunion, pour moi, cette image, c'est la canne à sucre qui on emmène à la distillerie pour du rhum. Donc dans tous les cas, ça se passe bien. Dans tous les cas, tu finis bourré. Mais non, oui, on est à l'écoute, puisque notamment sur les profils commerciaux ou customer success, dès lors que la performance est au rendez-vous, que le niveau de chiffre d'affaires est là par rapport à la taille de la structure, on sera en capacité à recruter. Et souvent, les métiers commerciaux sont des métiers qui sont assez performants rapidement. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans la rencontre de potentielles personnes extrêmement motivées qui veulent aller chercher une entreprise dans laquelle il y a énormément de sens aussi et des valeurs. Donc qui veulent se former, qui veulent... Exactement. Donc voilà, on est une petite structure, mais on a, je pense, pas mal de cadres. L'équipe qui est derrière le projet se connaît très bien. Donc on a, je pense qu'effectivement, c'est une bonne école aussi que de passer par nous. Sublime. On termine ce petit chapitre. Merci les guys. Bravo. De Big Brother à Little Sister. De Big Brother à Little Sister, donc. Mathieu, toujours au micro, ça va toujours? Super bien. Et Sarah s'est transformée en Léa. Salut Léa. Alors parle bien dans le micro. Tu le prends comme si c'était un cornetto, voilà.
Oui, en fait, il était trop haut. Et tu le mets bien près de ta bouche. Parfait. Alors, Mathieu, on va revenir sur ton parcours au sens un petit peu plus large que juste le chapitre Jab et vente qu'on a vu tout à l'heure. Mais d'abord, quand même, Léa, je vais te laisser te présenter. Dis-nous tout. Alors moi c'est Léa, je travaille chez Wilco, du coup qui est en partenariat avec Jab sur déjà dans la vie et surtout sur cette série de podcasts. Wilco, c'est un accélérateur d'innovation et donc nous on accompagne 120 startups par an vers le 1er million de chiffre d'affaires, notamment en les finançant avec un prêt d'honneur et en les accompagnant aussi sur la partie commerciale puisque pour aller chercher 1 million d'euros de chiffre d'affaires il faut se faire un peu mal. Et on accompagne aussi 24 grands comptes et ETI sur leur stratégie d'innovation. Du coup, voilà. Et donc toi, ton rôle, c'est d'être référente des entrepreneurs dans une verticale chez Wilco, c'est ça ? Exactement. Moi, j'accompagne du coup des startups sur des verticales FinTech, HRTech, Sales et Marketing Automation et tout ce qui va être cybersécu, DSI, data. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en contact avec Mathieu depuis décembre dernier. Et donc, sur ces verticales-là, on accompagne des startups au nombre d'à peu près une 30aine par an. Ok, trop bien. On va revenir sur votre mise en contact et puis comment vos chemins se sont croisés. Mais d'abord, je voudrais parler un petit peu plus de ton parcours, Mathieu. Peut-être ta vie avant Little Sister et comment ça t'a amené à fonder cette nouvelle boîte et à commencer cette nouvelle aventure. Ok, je vais essayer de faire simple. Effectivement, Little Sister est ma deuxième entreprise. J'en ai créé une première qui s'appelle Vectory. Ouais. Elle existe toujours ? Elle existe toujours et j'ai fait Wilco. À l'époque, ça s'appelait pas Wilco, mais on va pas dire le prénom. Donc, je connaissais déjà Wilco par ma précédente entreprise. Pour ce qui est de mon cheminement, donc oui, je me définis comme entrepreneur. Après, ma quête, et je devrais peut-être pas le dire aussi large audience, c'était pas forcément l'argent, mais plutôt de faire les choses avec du sens. Et donc chez Vectory, on était des spécialistes de la donnée déjà. On accompagnait des retailers à avoir plus de clients, mais on le faisait en utilisant des données qui étaient assez sensibles comme la géolocalisation et avec la manière. Donc on avait développé déjà à l'époque une stack Privacy by Design avant même la réglementation CNIL RGPD qui arrivait en mai 2018. Et j'espère aussi que dans le management et dans la façon de faire, dans la culture d'entreprise, la manière dont on a fait les choses, c'est aussi reflété. Donc on avait une entreprise avec de fortes valeurs. Et pour nous, c'était finalement beaucoup plus important de faire les choses avec du sens, c'est-à-dire pas faire de la big data pour faire de la big data. On voulait déjà faire un acteur européen avec des valeurs européennes et pas copier les modèles américains. Et ça a fonctionné, ça a été très différenciant, comme ça a fonctionné que de construire une culture d'entreprise qu'on construit pas seul, hein, ça dépend beaucoup de l'équipe avec laquelle on est, et qui s'est montrée aussi incroyable, et qui a permis à Vectory de connaître la croissance qu'elle a eue avec ces aléas que n'importe quelle startup peut rencontrer, où il faut des fois être soudé, faut être là, et on demande beaucoup souvent aux salariés de startup, et donc moi je peux dire que j'étais très fier des équipes qu'on a eues, et ça a été une très grande source de motivation. Voilà, 6 ans plus tard, donc entre 2013 et on va dire 2020-2021, effectivement je quitte Vectory. Et le projet Little Sister, c'est quelque chose qui nous hantait déjà chez Vectory, puisqu'en fait qui vous hantait carrément. Exactement. J'adore. Exactement, ça fait un moment qu'on souhaitait remettre en cause la façon dont on fait de l'internet en France et en Europe, et le monde dans lequel on va, où finalement on se rend pas compte des choix quotidiens qu'on fait et des conséquences qu'elles ont. C'est-à-dire que chaque jour on voit tous des pop-up, ok, tout accepter, tout refuser, et on se rend pas compte que c'est 100 choix par jour qui construisent des géants et qui ont des influences plus ou moins négatives. Voilà, mon avis après apporte peu, mais et donc on voulait challenger ça, et on voulait un internet avec beaucoup plus de Little Sister que de Big Brother. Donc c'était un peu l'idée. Et on voulait que Vectory, qui avait réussi à être une boîte de la big data avec des procédés très avancés en termes de privacy, car on avait fait des éléments forts et différenciants, et ça avait été très performant. On s'était rendu compte qu'on n'était pas beaucoup sur la place à avoir choisi cet aspect. Aujourd'hui, 3 ans post-RGPD, ça change. On voit beaucoup plus d'entreprises qui se disent ok, on fait ces efforts-là parce qu'on voit que ça crée un avantage, et c'est super. Au-delà des valeurs, ça a un impact business. Donc voilà, avec Little Sister, c'était l'idée de ne pas le faire seulement chez nous. Et donc on était limité, on était Vectory. La Little Sister, avec cette idée de score, c'est qu'on peut essayer d'influencer toute l'industrie et tous ceux qui font de l'Internet. Et donc ça, c'est très motivant. Et ça remet encore plus de sens dans ce qu'on fait.
Non pas qu'on n'aimait pas la mission de notre précédente entreprise, mais on va dire qu'on se sent encore plus à l'aise dans celle qu'on porte chez Little Sister. J'ai une question pour rebondir là-dessus sur le sens. Tout à l'heure, tu as mis presque en opposition le sens et l'argent. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as réconcilié aujourd'hui dans ce nouveau projet, ou comment tu t'accordes les deux en fait? Je pense pas avoir de tenir la vérité ou avoir la solution et dire que ce que je pense aujourd'hui sera la même chose plus tard. C'est un cheminement que tout le monde fait, qui peut être personnel mais c'est vrai que le monde de l'entreprise a une responsabilité hyper importante dans le monde dans lequel on est, d'un point de vue écologique et sociétal. On peut se dire qu'elle peut aussi faire partie de la solution. Donc c'est là où les postures clivantes et militantes de certaines associations n'ont pas toujours porté leurs fruits. Elles l'ont porté sur peut-être un terrain qui est politique, mais se dire qu'on peut, au lieu d'être que dans la confrontation vis-à-vis de certaines entreprises, si on est aussi dans l'accompagnement, je pense qu'on peut aller peut-être plus vite. Et donc c'est là où pour moi c'est réconciliable. Et pourquoi c'est réconciliable de manière très pragmatique, c'est qu'aujourd'hui les citoyens et les talents attendent des entreprises qu'elles aient un impact positif. On a des données assez impressionnantes de plus de 75% des Français qui seraient prêts à boycotter une marque qui ne respecte pas ses données personnelles. Plus de 80% des Français qui veulent consommer des marques avec lesquelles ils partagent leurs valeurs. Les talents, la nouvelle génération, c'était déjà le cas avant le Covid. Le Covid, c'était un révélateur. Souhaiter rejoindre des entreprises qui ont un impact. Et donc, on voit que les grandes entreprises ont des difficultés à attirer les talents ou du coup font un marketing RH très RSE. Et donc, en fait, si tu veux convaincre tes prochains clients et tes talents, et puis demain le monde de la finance, eh bien, il faut être sur l'impact, il faut être sur la RSE, il faut être sur ces sujets-là. Donc, maintenant, ça devient un intérêt business de pouvoir associer, de faire de l'éthique, de faire des choses qui ont un impact positif sur la société. C'est d'un point de vue purement pragmatique, si on est cynique, oui, maintenant ça rapporte, et donc tant mieux quelque part. Et donc nous, on utilise cet aspect-là de prouver que être une entreprise responsable, c'est être une entreprise durable, une entreprise performante, une entreprise différenciante, être une entreprise transparente aussi, qui dit ce qu'elle fait, qui montre ce qu'elle fait. Et même si c'est pas parfait, il y a cette logique de progressivité, il y a cette logique de je vais dans la bonne voie, je montre les choses. Et ben nous, on considère que c'est un levier de création de valeur sur le long terme. Et je pense que de plus en plus d'entreprises le font. Nous, ce qu'on va faire, c'est justement de leur dire, quand vous voulez faire du numérique avec de l'impact, alors que le numérique a souvent été adressé comme un sujet d'innovation, de croissance, un enjeu hyper business, là on arrive sur c'est quoi l'impact du numérique d'un point de vue démocratique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Et donc voilà, on essaie de créer ce révélateur-là. Et si on y arrive à toucher ça, vous verrez que vous allez générer plus de confiance chez les internautes. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait énormément d'efforts et qui sont du coup très vertueuses et qui n'arrivent pas à le montrer. Et donc c'est aussi une façon de dire que toutes les entreprises ne sont pas dans un sac qui serait toutes les entreprises sont mauvaises. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent aller dans la bonne direction, d'autres qui le sont déjà, et c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est donc il y a les entreprises que tu sers qui sont tes clients, et aussi par rapport à ton parcours à toi, en fait on y touchait un peu tout à l'heure, mais la croissance économique donc te permet d'avoir plus d'impact pour tes clients. Si je peux rajouter un truc, surtout, c'est que ces entreprises qui créent l'Internet de demain, en fait, c'est vous, les clients de Jab, c'est les startup tech, c'est les boîtes qu'on accompagne nous chez Wilco. Et c'est hyper important qu'il y ait des gens comme Mathieu qui se positionnent avec justement des startups très tech qui peuvent intéresser les talents de demain et le monde de demain, qui veulent porter ce message de l'Internet doit être responsable, de montrer l'exemple justement pour les autres types d'entreprises qui existent, les grands comptes, les ETI, les marques. Donc c'est ça qui est hyper fort, je trouve, dans la mission qu'a Mathieu. Eh bien, Léa, je reste avec toi parce que j'allais justement me tourner vers ta rencontre avec Mathieu, avec Little Sister. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu les as rencontrés ? En fait, Mathieu, on s'était rencontrés un peu avant chez Wilco, puisque du coup, Victory était chez Wilco. Et que, vu le profil de Mathieu, si tu veux, c'était un petit peu un mentor emblématique en tant que entrepreneur successful chez Victory, qui pouvait accompagner des startups chez nous en retail, etc. Donc, on s'était rencontrés déjà un peu avant qu'ils partent sur Little Sister
pour justement voir comment il pouvait accompagner les jeunes startups qui rentraient chez nous dans le monde du retail et de la retail tech. Donc c'était très drôle de le voir recandidater 2 ans après pour rentrer chez nous. J'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça top de pouvoir le challenger, alors que en fait c'est quelqu'un qui a quand même déjà pas mal d'expérience. Ouais. Et Mathieu, c'est excellent de bosser avec lui parce que en fait on peut toujours le titiller, lui donner des idées et surtout le mettre dans le challenge. Moi je t'avoue que très rapidement on a commencé à l'accompagnement Wilco en janvier et il voulait passer le comité de financement Wilco pour avoir le prêt Wilco le plus rapidement possible en mars. Je savais qu'il était chez vous et je lui ai dit ok, mais il faut que tu signes des deals. Combien de deals? C'était quoi Je lui avais dit minimum 2 et il est revenu début mars en me disant bon bah j'ai 5, est-ce que je passe? Ah, ça mérite un petit applaudissement. C'est intéressant ce que tu fais comme remarque parce que donc sur le thème des déclics, on parle beaucoup depuis qu'on a commencé d'enregistrer des déclics entrepreneuriaux dans le parcours et tout. Mais en fait, à t'écouter, je me demande, on peut aussi prendre la question sur qu'est-ce qui fait cliquer quelqu'un. C'est genre comment toi, et t'as l'air de bien comprendre un peu qu'est-ce qui déclenche Mathieu. Comment tu dirais que qu'est-ce qui le fait cliquer ou tu sais ce qu'il faut lui dire pour lui donner un coup de boost ou le faire avancer? Bah, je pense que il a. En fait, comme pas mal d'entrepreneurs, ils attendent de nous qu'on soit hyper transparent et que quand c'est pas bien, on leur dise. Pour le coup, chez Wilco, on est hyper bienveillant et très transparent parce qu'il n'y a pas de prise de part au capital. On est un peu les dauphins de l'accélération, comme dirait Mathieu. Mais ça a une valeur très forte parce que eux peuvent se permettre de nous dire quand ça va pas. Et du coup, nous aussi. Et donc, je pense que ouais, c'est les petits tacles un peu comme ça de dire, écoute, là, ça se passe pas bien, ça t'a mal fait. Je me rappelle d'un call qu'on a fait ensemble de vente justement avec un de nos partenaires qui s'appelle Gessina, qui est un grand compte du CAC 40. Et en fait, c'était un call de découverte sales entre lui et eux. Moi, j'étais en observateur et quand on a fait le débrief, je lui ai dit, écoute, j'ai pris des notes, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et t'as oublié de faire ça, t'as posé des questions fermées et c'est ça en fait qui le fait justement se remettre en question et avancer beaucoup plus vite après. Ouais, en fait, c'est pour challenger. Donc vous, Wilco, vous avez vraiment la position d'être le challenger. Toi, tu le ressens, Mathieu, que c'est un peu ton partenaire de sparring dans l'aventure entrepreneuriale? Tout à fait, et c'est nécessaire. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de moi, mais on est une équipe, hein, et c'est une équipe qui est accompagnée par Wilco, et donc voilà, on parle de Mathieu, mais bien sûr. C'est un ensemble. Et c'est vrai qu'effectivement, au-delà de l'aspect financier qui est hyper important et sans prise de capital, ce qui est quand même assez rare, il faut quand même le souligner, même si c'est pas le point le plus central. On a énormément besoin de sparring partner, d'être accompagné et d'avoir une qualité d'accompagnement qui soit spécifique. Et c'est vrai que le fait d'être désintéressé et de ne pas prendre part au capital, j'avais déjà vécu précédemment, c'est extrêmement important. C'est pas toujours palpable au départ où on se rend pas vraiment compte, mais on a souvent trop de parties prenantes qui sont justement parties prenantes et qui ont toujours des intérêts, donc ça crée énormément de biais. Et donc voilà, avoir des lieux, on va dire, de sécurité, des lieux de formalisme, des lieux où on peut se faire challenger, de cette façon-là, c'est hyper constructif et ça a contribué aux évolutions assez fortes qu'on a pu faire déjà ces 6 premiers mois. Donc voilà, en plus du réseau aussi, qui est important, et d'avoir pas mal d'ouverture, que ce soit sur des comptes, comme l'a évoqué Léa, ou avec des mentors, d'autres entrepreneurs. Donc non, franchement, c'est hyper intéressant, hyper important, et ça rejoint encore une fois la démarche d'humilité de l'entrepreneuriat. Même si on a fait, quand on refait, en fait, on fait encore des erreurs et on doit repasser par des choses qu'on pensait avoir déjà faites et avoir validées. En fait, il faut y repasser. Donc voilà, faut reprendre un peu faut remettre un peu ses boots et puis reprendre les sentiers, un peu comme tout le monde. C'est ça. Et puis il faut faire des blagues à Mathieu aussi, parce que sinon... Oui, c'est important. Ah, voilà. Il ne faut pas démarrer les points trop tôt le matin. Ça, c'est bien, c'est ça que je veux savoir. Je voulais savoir, tu as fait référence rapidement à ça, mais vous avez tout un réseau de mentors, et en fait, tu en as parlé Léa aussi tout à l'heure chez Wilco. Quel est le rôle du mentoring dans cet accompagnement et comment peut-être certaines rencontres t'ont particulièrement donné des déclics ou ont été marquantes dans cet accompagnement?
J'évoque les personnes, ou tu veux dire un mot peut-être déjà ou... Ouais, si tu veux, je peux commencer. Le réseau de mentors, un mentor déjà chez Wilco, c'est forcément un ancien entrepreneur qui a déjà monté et éventuellement eu pas mal de succès dans sa première boîte. Donc beaucoup de recrutements, beaucoup de deals signés, beaucoup de fonds levés, une revente éventuellement. Et du coup, ces gens-là ont déjà vécu à 360 tout ce que c'est que l'activité d'une boîte, donc ils sont capables d'accompagner les nouveaux entrepreneurs sur les différents sujets qui remontent. Parce que début de l'année, c'était plutôt le sujet sales qui intéressait Mathieu. Demain, ça sera peut-être la levée de fonds ou le recrutement. Et du coup, le mentor est capable de répondre à toutes ces questions-là. Moi, c'était un enjeu très fort de mettre Mathieu face à quelqu'un qui soit capable de répondre à tous ces sujets, puisque du coup, Little Sister était en pleine construction, en fait, quand ils sont arrivés chez nous. Il y avait plein de chemins possibles. Et donc, il fallait quelqu'un qui soit capable de l'aider à se guider lui-même en fonction des retours qu'il avait sur le terrain, des clients. Et donc, c'était un élément un peu important. Je pense qu'il y a eu un déclic fort avec Marianne et éventuellement avec Jean-François aussi, qui va continuer du coup l'accompagnement avec nous là à partir de demain d'ailleurs. Donc après, je pense que tu en parleras mieux que moi sur précisément qu'est-ce qui a fait évoluer, mais le discours qu'il avait entre le moment où il est rentré chez Wilco et le moment où il est passé devant le jury pour obtenir le financement Wilco avait complètement changé, et notamment grâce à l'impact de mentors qu'il a été capable de rencontrer pendant l'accompagnement, quoi. C'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà on a des personnalités très fortes et très hyper motivées, et puis elles passent vraiment du temps, elles sont impliquées. Parce qu'on faire 1 heure avec un super entrepreneur sur un petit déj, ça on peut le faire assez régulièrement. Là, on a des journées de travail, et ce qui est intéressant dans la manière dont on travaille avec ces entrepreneurs-là, c'est que c'est ultra efficace. On n'est pas sous un modèle de consulting. Voilà, il y a une sorte de fit très fort sur aller droit au but là où ça fait mal. Il y a cet effet miroir, et donc et puis on a l'impression d'avoir quelqu'un qui devient membre de l'équipe, qui tout de suite s'est approprié le sujet, et un très grand défenseur, et à la fois très très réaliste sur les points qui vont pas. Et c'est vrai qu'avec Marianne, on a vraiment fait évoluer le discours, l'approche, en le simplifiant et en le recentrant sur les éléments importants côté entreprise, parce que c'est surtout cette partie-là qu'on a travaillé. Et donc elle a une expérience entrepreneuriale chez des gros acteurs en France et aux US. Elle a bossé pour du cloud, et donc elle avait une bonne expertise là-dessus. C'était hyper intéressant. La complémentarité avec Jean-François, c'est que lui, il a une approche très incisive d'un point de vue commercial et très complémentaire. Et donc c'était aussi nécessaire sur comment travailler les hooks, de déclencher je veux un devis, les hooks de closing. Et on a vraiment essayé de travailler sur comment être prioritaire, comment être stratégique. Et donc c'était ultra complémentaire, une plus approche marketing, l'autre plus commerciale. Et donc voilà, c'est ce dont on avait besoin, et vraiment le format était hyper intéressant, puisque on passe vraiment du temps, et c'est un temps où on perd pas son temps. Donc voilà. C'est des moments où, en fait, que ce soit avec nous, je pense, Team Wilco, ou les mentors qui les accompagnent, où ils peuvent vraiment prendre de la hauteur, parce que toute la semaine, t'as la tête dans le guidon, prendre tes rendez-vous jab, exécuter tes rendez-vous, etc. Aussi, bien évidemment, plein d'autres tâches que t'as toute ta semaine. Et c'est des instants où, justement, tu peux un peu prendre un peu de hauteur pour déclencher, justement, tes prochaines étapes, quelles décisions je vais prendre, mais peut-être pas forcément pour tout de suite, tu vois, dans 1 mois. Et je pense que c'est ça surtout ce sur quoi on a un impact dans l'accompagnement Wilco de manière globale. Trop bien. J'ai 2 petites questions pour finir. La première, c'est justement, quelles sont les prochaines étapes là sur votre roadmap ensemble? On peut divulguer, mais pour avoir une idée de l'évolution. Là, on est éligible au programme Comet, qui est donc que Léa présentera forcément mieux que moi, mais qui principalement, en tout cas de notre point de vue, se matérialise par une dizaine de boards sur la prochaine année. Et donc on se met dans un formalisme que j'avais connu dans ma précédente boîte, où on a une sorte de board en fait, et on synthétise, on formalise un peu les avancées, en positif, en négatif, et puis on fait un suivi de la roadmap. Donc voilà, nous on utilise ce moment effectivement comme un moment où
relève un peu la tête et on se fait challenger. Puis aussi où on demande des choses qui peuvent nous faire accélérer, comme des intros, comme des choses dont on pourrait avoir besoin. Donc voilà, ça commence demain. Et puis l'idée, c'est que dans les 10 à 12 prochains mois, cette rigueur de devoir revenir un peu tous les mois nous fasse accélérer, nous fasse nous concentrer sur ce dont on a besoin de se concentrer pour avoir un maximum d'impact et de résultats rapidement. Yes, c'est ça. Comet, en fait, c'est un peu soit le remplacement, soit le complément d'un board avec tes investisseurs, en gros. D'accord. Donc, quand t'en as pas, ce qui est un peu le cas à ce stade, c'est là pour remplacer cet instant d'échange. Et quand t'en as, c'est là pour dire des choses que t'es pas censé dire devant tes invests, parce que sinon tu vas te faire un peu taper. Et du coup, tu peux préparer un petit peu avant, justement, avec le board Wilco. Et donc, ça se fait effectivement à 3 mains avec l'équipe fondatrice. Donc demain, il y aura pas que Mathieu, pour le coup, il y aura vraiment tous les fondateurs de Little Sister, le mentor que je présentais tout à l'heure et nous, Wilco. Donc ouais, ça dure 1 an et à côté de ces boards, globalement, il y a un peu un privilège à l'accès de tous les services que propose Wilco derrière au long cours toute l'année. En fait, Mathieu sera forcément prioritaire, enfin Little Sister sera prioritaire, comme toutes les startups qui suivent ce programme et qu'on aime suivre de près et accompagner, puisque notre objectif, c'est que ce soit celles-là qui, dans 1 an et demi, 2 ans, font le million de CA, quoi. Trop bien, donc un accompagnement à la formalisation programme Comet. Et du coup, ma dernière question est pour toi, Léa. Comment, ou plutôt pourquoi tu penses que Mathieu et Little Sister vont réussir ? Je pense parce que il a déjà l'expérience de comment se passe l'accélération, donc les instants où il pourra faire des erreurs potentiellement, il l'a déjà un peu en tête et il saura prendre le bon chemin pour aller vers la bonne voie et pas forcément rentrer dans des pièges. Et surtout, je trouve que la mission est hyper forte et qu'on a besoin d'avoir cette proposition-là aujourd'hui sur le marché de l'innovation, sur le marché du numérique, sur le marché du online. Je suis l'accélérateur digital de Wilco, donc franchement, je peux que être convaincue d'une mission pareille, quoi. C'est une thématique qui est centrale aujourd'hui chez nous. On essaye le plus possible de pousser et nos startups et nos partenaires corporate et nous-mêmes dans l'impact et la RSE. C'était d'ailleurs l'objet de notre dernier club avec tous les partenaires de Wilco, où on a invité Mathieu qui est venu pitcher pour justement présenter Little Sister et la démarche auprès de tous nos corpos. Donc moi je suis 100% convaincue par cette mission et depuis le day one j'ai poussé pour qu'il soit pris chez nous parce que je suis vraiment assez fan de la proposition de valeur. On peut vraiment remercier Léa. Allez, un petit applaudissement. Une mission de ouf, exécutée par des gens de ouf. C'est ça. Normalement, c'est ouf. Merci, guys. Merci. All right. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec 2 personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. Et la deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.